La conférence s'appelle « Réussir, une question d'équilibre ». Alors ça, c'est pas évident. On a déjà abordé ce sujet ce matin, équilibre vie professionnelle, vie personnelle, etc. Mais vous allez voir, on va parler d'autres formes d'équilibre. Quand nous avons proposé de vous réunir sur le même plateau de conférence, nous nous sommes dit, eh bien ces deux dames, en quelque sorte, c'est le yin et le yang. L'image d'un équilibre, chacune à son tour, le noir et le blanc, le sombre et le clair, le pair et l'impair, et vous allez comprendre pourquoi on parle de ces rythmes. Alors, à côté de moi, Jenny Chamas, et bonjour. À côté, Hermès Garanger. Alors, avant d'oublier, je vais vous montrer les livres de l'une et de l'autre, parce que vous avez pu remarquer qu'il y avait une librairie et des endroits pour signer. Alors après, je vais sûrement oublier de le dire, donc je vous le dis tout de suite. Donc Jenny vient de faire paraître ce livre, dont on va parler un peu plus dans les détails, et Hermès, ce livre. Voilà, je vous raconte ça après. Alors Jenny, je vais commencer par vous. Alors pour commencer, dans votre vie, il y a Sciences Po et l'Institut français de la mode. Vous savez où vous allez faire une belle carrière et elle sera internationale. Et on peut dire qu'avec vous, au démarrage, le speed est au rendez-vous. Alors racontez-nous. Oui, effectivement. Je ne sais pas si on peut dire que c'était speed, mais en tout cas, je savais où je voulais aller. Donc moi, j'ai fait des études assez généralistes, finalement, avec en tête la volonté de travailler dans le secteur de la création sans être moi-même créatrice, donc d'accompagner les créateurs. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à étudier à l'Institut français de la mode et puis ensuite à faire une carrière qui a duré 10 ans, qui était ma première carrière dans le secteur de la mode, dans des entreprises, d'abord dans le luxe et puis après plus dans le mass market, et notamment une très grande partie de ces 10 années chez H&M. Et j'imagine que vous dites speed parce que effectivement les années passant, les postes se sont succédés, enchaînés, et j'avais un rêve qui était de vivre à l'étranger. J'avais envie de découvrir ce que c'était de travailler à l'étranger. Et un jour, H&M m'a proposé d'aller en Corée du Sud. Challenge que j'ai accepté avec sous le bras un bébé de 7 mois et avec mon mari qui m'a suivi. Et donc j'ai passé 3 ans en Corée du Sud. Bon, alors généralement, elle raconte ça hyper vite, mais nous, ça nous intéresse quand même de savoir qu'est-ce qu'on fait dans les métiers de la mode quand on n'est pas styliste, comment ça se passe. Alors, est-ce que vous étiez acheteuse? On connaît pas bien tous ces métiers. Alors, et il y a des dames qui viennent ici ou des jeunes femmes qui viennent ici pour savoir. D'accord. Donc, racontez-nous. Alors, moi, j'ai surtout évolué dans tous les métiers liés aux produits, au marketing et à la vente. Et le métier que j'ai occupé, finalement, le plus clair de mon temps, j'étais... avant de quitter H&M, j'étais ce qu'on appelle Head of Merchandising. Donc, mon métier, c'était de budgéter les collections qu'on allait acheter pour le marché coréen. Donc, il y avait une 30aine de magasins, de donner mon avis sur les styles, sur les typologies de produits. Puis une fois que toute cette marchandise arrivait sur le marché, c'était de faire en sorte qu'elle se vende et qu'elle se vende au moindre coût pour l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit profitable. Et donc je travaillais avec une équipe de gens qui étaient spécialistes de chaque catégorie de produits. Donc il y avait une personne qui s'occupait du prêt-à-porter femme, d'autres d'accessoires, etc., etc. Donc voilà, notre métier, c'était de satisfaire le client et de faire en sorte que ce qu'on propose se vende bien, soit commercial, et qu'on soit bon face à la concurrence. Et alors c'est un métier d'adrénaline
Alors oui, complètement. C'est un métier... clairement, moi, mon quotidien, c'était de me lever le matin et la première chose que je faisais, c'était de regarder les ventes. Est-ce qu'on a bien vendu? Est-ce qu'on n'a pas bien vendu? Quelle est la progression? Donc, en ça, c'était un métier d'adrénaline parce que moi, j'adorais ça, clairement. Enfin, on ne fait pas ce métier si on n'a pas envie de savoir quelles sont les ventes et si on n'a pas envie de vendre beaucoup. Et puis l'adrénaline, c'était aussi pour moi manager des équipes et le faire en Corée du Sud, puisque vous imaginez donc que mes équipes étaient coréennes. Et donc j'avais la chance qu'ils parlent tous anglais, donc ils faisaient cet effort-là au quotidien. Mais moi, il a fallu que je m'adapte à la culture coréenne que je ne connaissais absolument pas. J'ai complètement débarqué dans ce pays. Donc il a fallu que je m'adapte à ce rôle de manager, à cette place importante dans l'entreprise et au fait que face à moi, j'avais des gens qui avaient une culture différente, pour qui la performance ne voulait pas dire exactement la même chose, qui attendaient du management et de leur manager des choses que moi je pouvais pas leur apporter parfois. Donc voilà, et tout ça sans vraiment le savoir. Donc c'était aussi décodé au fur et à mesure. Donc je dois être très honnête. Donc j'y ai passé 3 ans qui ont été magnifiques. La première année, ça a été, c'était les montagnes russes émotionnelles, clairement. Donc voilà, une belle aventure. Et alors, vous avez toutes les deux, on verra pourquoi, l'Asie en commun. La vie en Corée du Sud, c'est... alors, je ne sais pas pourquoi il y a une nouvelle génération de jeunes là qui sont tous hyper motivés par le Japon, la Corée. On regarde les bouquins, les animés, les mangas, etc. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette adrénaline de la Corée du Sud? Comment c'est? Quel est le choc de culture pour vous? J'imagine que quand on arrive avec un bébé, bon, heureusement, votre mari bossait pas. En tout cas, pas dans un travail quotidien. Ouais. Donc là, vous avez un peu inversé les rôles. Ouais, on a inversé. Bon, les rôles n'étaient pas inversés avant qu'on parte, c'est-à-dire que on avait chacun notre rôle dans la famille et dans le couple. Mais oui, effectivement, il m'a suivi. Alors la Corée, je pense que les gens sont fascinés par la Corée parce que c'est un pays qui déjà qui a des traditions qui sont extrêmement intéressantes, mais au-delà de ça, je pense la raison pour laquelle ça fascine les jeunes, c'est que c'est un pays qui est toujours à la pointe des dernières idées. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui se faisaient en Corée que j'avais encore jamais vues en France. Donc par exemple, on peut tout payer par carte sans contact. Même à 50 centimes dans une épicerie. Aujourd'hui, ça devient vrai en France, mais moi, quand je suis partie en Corée, ça n'existait pas en France. Dans le métro, il y a la 5G. donc voilà, ils sont friands de concepts novateurs et ils n'hésitent pas à se lancer. En fait, c'est un peu des entrepreneurs. Et je pense que ça c'est vraiment leur force. Après, c'était aussi un choc culturel parce que une façon de communiquer très différente, des choses qui ne se disent pas, et puis une place de la femme, soyons clairs. On se plaint en France, on voit plein de choses à faire évoluer, mais alors en Corée, le chemin est long encore. Voilà. Et pourtant, on vous avez nommé. On vous avait... Ouais, alors, et bon, ça pour la petite anecdote, et je pense que ça vaut le coup de le mentionner, donc je travaillais pour une entreprise suédoise, puisque H&M est suédois. Et donc, moi j'étais française, je travaillais en France pour la boîte, et elle m'a nommée en Corée. Et donc, suite à un congé maternité, donc comme quoi tout existe, il y a des entreprises en France. Et c'est pas que parce que c'est suédois, je connais d'autres entreprises qui font ces mêmes démarches, pour qui, en fait, une femme, avoir des enfants n'est pas une question, n'est pas un sujet. Voilà, donc tout est possible. Alors, 3 ans donc, de vie à fond, et puis, à un moment, vous faites un bilan. Vous dites, je vais peut-être pas continuer comme ça longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Alors, en fait, bon, déjà, j'ai eu un deuxième enfant. Donc, j'ai une fille qui est née en Corée. Donc, ça aussi, c'était un gros pari, hein, parce que
partir en expatriation, avoir un poste de direction et faire un bébé. Aller expliquer ça à l'entreprise, mais encore une fois, j'ai été super bien accompagnée, donc ça a été top. J'ai été remplacée pendant mon congé maternité, puis je suis revenue et j'ai repris mon poste, donc comme quoi tout est possible à nouveau. Non, en fait, j'adorais ce que je faisais, j'avais même trouvé mon rythme parce que la montagne russe émotionnelle de la première année était bien derrière moi. Simplement, je crois que, je sais pas, il y a des cycles dans la vie où on se pose des questions. Le moment d'avoir un enfant, donc là c'était le deuxième, bah, ça peut en faire partie. Et puis le fait aussi que quand on est en expatriation, on se doit se poser la question du retour, puisque c'est toujours des contrats qui se terminent à un moment donné, donc qu'est-ce qu'on fait après ? Et moi, je me posais cette question au moment où j'écoutais beaucoup de podcasts, des podcasts féministes, des podcasts de coaching, des podcasts d'entrepreneuriat, et la petite graine qui existait en moi depuis très très longtemps, et qui me disait « Jenny, tu seras entrepreneur, de toute façon, c'est ce que tu seras », et je savais pas trop quand, bien elle est revenue, elle a ressurgi. Et donc, en fait, je ne savais pas exactement quoi faire. J'avais plus la flamme pour continuer au même poste dans un autre pays, ce qu'on me proposait. J'avais pas non plus la flamme pour revenir à un autre poste en France, ce qu'on me proposait aussi. J'avais pas non plus la flamme de partir pour une autre entreprise. Bref, la flamme n'était plus là. Donc, j'ai cherché la flamme et donc, de façon très concrète, je me suis faite coacher. Et en fait, ça a été assez révélateur puisqu'en 2 semaines, c'était évident. J'allais arrêter ce que je faisais et j'allais faire ce que je faisais de mieux, que je faisais déjà dans mon poste, c'est-à-dire développer les talents des gens qui travaillaient avec moi. Voilà. Alors, vous faites une formation. Ouais. Vous nous racontez ? Oui, alors donc moi, je me suis faite coacher par une coach américaine. À l'époque, je vivais en Corée. C'était la personne que j'avais trouvée. Elle était fabuleuse. Et puis là, je me dis, je vais devenir coach, donc il faut que je me forme. Et je veux raconter cette histoire parce que je pense qu'elle est vraiment importante pour toutes les personnes, soit qui veulent devenir coach dans la salle, ou alors qui ont une idée d'entreprise où tout le monde leur dit ça ne va pas marcher. Écoutez cette histoire. Donc, je me dis, c'est simple, dans quelques mois, je rentre en France, donc le plus logique, c'est que je fasse une formation en France. En plus, j'ai des heures de... maintenant, c'est CPF, c'est ça. Donc, je peux le faire financer. J'aurais même pas besoin de débourser le moindre argent. Je prends la liste des écoles de coaching, j'appelle les unes après les autres. Il y en avait quelques-unes qui étaient très bien, mais qui étaient que du coaching professionnel. Et moi, je suis life coach. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, j'appelle des écoles de coaching de vie, de life coaching. Et plusieurs écoles m'ont dit... par contre, c'est peut-être pas très prudent de laisser votre travail parce que vous risquez de ne pas pouvoir en vivre. Et puis, il faudrait peut-être faire une double formation, peut-être en même temps hypnothérapeute ou sophrologue, parce que on sait jamais si l'activité de coach ne suffit pas. Au moins, vous aurez une deuxième casquette. Et en fait, moi, quand on m'a dit ça, je dis mais attendez, c'est pas possible de vendre une école comme ça. Donc évidemment, je pouvais pas aller dans une école qui me dit que je peux pas gagner ma vie en faisant mon métier. Donc, et c'est là que j'ai demandé à ma coach où est-ce que je pouvais apprendre. Elle m'a dit viens dans mon école. Et j'y avais pas pensé. Oui, je pouvais me former aux États-Unis. Donc c'est ce que j'ai fait. Une formation qui était en partie à distance et puis un peu sur place. Et donc, je travaille toujours avec cette école, d'ailleurs, parce que maintenant, je suis en Master Coach Training. Ça, c'est quand même génial. Vous pouvez l'entendre parce que Diana, qui était ce matin en conférence, nous a dit exactement la même chose. À chaque fois que vous avez un projet, on vous dit « ça ne marchera pas ». Donc, vous n'y croyez plus maintenant. Hein. C'est fait. On a vérifié. Dans la journée, vous avez été plusieurs à le dire. Donc, voilà. Donc, formidable apprentissage. Et puis, vous vous lancez. Alors, moi, j'aime bien tester. Donc, j'ai été tester son site. C'est vachement bien fait. Hein. Et alors là, c'est vrai qu'on reconnaît, je pense, la technique américaine, super, les vidéos, les mails, etc. Racontez-nous comment vous avez monté tout ça, parce que c'est quand même pas rien. Ouais. Donc, alors, juste pour vous dire ce que je fais, que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, je suis ce qu'on appelle en France coach de vie. Et moi, mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les managers et les dirigeantes à franchir une étape décisive dans leur carrière et
à trouver leur équilibre. Et je dis bien « et » parce que, selon moi, il n'existe pas, aujourd'hui en tout cas, dans notre monde, dans notre vie, de frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On est connectés constamment, de plus en plus de personnes entreprennent, bref. Donc moi, mon métier, c'est de les aider à avoir le bon état d'esprit pour pouvoir atteindre leur objectif. Parce que bien souvent, la raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir la carrière qu'on veut, ou alors passer l'étape d'après, ou s'épanouir dans un job qui pourtant sur le papier nous plaît, c'est souvent parce qu'on a des barrières internes. Plus que le problème, c'est rarement juste les autres en fait. C'est souvent à l'intérieur de nous. Et donc mon métier, c'est d'aider les femmes à lever ces barrières. Donc c'est ce que je fais depuis 2 ans. Et puis alors, il se trouve que dans cette école, j'ai aussi appris comment on fait du coaching de qualité, mais comment aussi on monte un business. Parce qu'en fait, quel que soit le métier qu'on fait, à partir du moment où on est entrepreneur, on a aussi une casquette business. Et ça, faut jamais l'oublier, parce que sans ça, c'est compliqué d'en vivre. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris. Un jour, le soir, avec l'aide de mon mari, j'ai créé un premier blog WordPress. Et puis chaque semaine, j'ai écrit un texte. À chaque fois, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure en me disant « Oh, mais qu'est-ce que vont en penser les gens qui vont lire ?» Et puis, le temps passant, j'ai créé un site et puis j'ai créé un podcast. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle Femmes et Ambitieuses et qui existe depuis maintenant 1 an et demi et qui est sur toutes les plateformes de téléchargement et qui est gratuit. Donc là, c'est pareil, la sortie du podcast, j'avais l'impression de m'exposer à nu devant la terre entière. Ça se voit pas, je vous rassure. Même si seulement 10 personnes ont dû écouter le premier épisode. Et puis bon, les choses avancent, les choses évoluent et voilà. Et puis plus j'ai accompagné de femmes, plus elles ont avancer, lever leurs propres barrières, réaliser leurs rêves, et plus je me suis dit en fait on s'en fout de savoir ce que les gens pensent. On va juste le faire parce que c'est génial. Et donc maintenant vous gagnez votre vie. Ouais. Et vous avez un step d'après, je suis sûre. Ah ouais alors ouais, en fait jusqu'à la fin de l'année dernière, j'ai accompagné toutes mes clientes en particulier, jusqu'à ne plus avoir assez de temps pour le faire. Et donc, j'ai créé un programme pour accompagner les femmes en groupe, dans des petits groupes. Et donc, je les accompagne pendant 6 mois. Et en fait, moi, la première fois que je me suis faite coacher, parce que, parenthèse, je me fais toujours coacher, mais la première fois que je me suis faite coacher, en fait, c'était en groupe. Et donc, j'avais vu la puissance du truc. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc, maintenant, j'ai une collaboratrice qui travaille avec moi. Et puis, on verra pour la suite. Mais... Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a organisé une manifestation il y a quelques mois qui s'appelait « Inventer demain », qui était assez génial, sur l'économie sociale et solidaire. Et là, son livre m'a fait de l'œil. Et c'est comme ça que Jenny est là aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'aide de la libraire qui m'a dit « Cette fille est extra, faut la faire venir ». Donc, voilà. Et vous allez nous parler un peu de ce livre. Souvent, quand on regarde ces livres de conseils, on se dit « Oh, ouais, ça je sais. » Puis après, quand on fait l'exercice, on dit « Non, en fait, non, je sais pas. Il vaut mieux que je réapprenne la leçon. » Racontez-nous le livre. Donc, en fait, ce livre... c'est pareil, j'avais un rêve, mais ça faisait... Je le raconte parce que je pense que c'est important et il n'y a jamais rien qui se passe par hasard dans votre vie, donc il faut croire aux signes qui se présentent. Il y a 5 ans, j'étais enceinte jusqu'au cou et mon ostéo de l'époque, je sais pas, on parle, il était un peu énergéticien, enfin bon, il voyait plein de choses et puis il me dit « Mais vous, franchement, Jenny, vous devriez écrire un livre. » Et j'étais bien loin du coaching et tout ça, c'était pas du tout ma vie à l'époque. Puis j'avais gardé ça en tête. Et il m'a dit « Il faut que vous écriviez un livre pour aider les femmes à être bien dans leur basket et à trouver leur équilibre. » Il m'avait dit un truc comme ça. Bon, j'avais gardé ça en tête. Puis j'ai créé ce podcast et un beau jour, une éditrice en fait m'a contactée en me disant le podcast il est quand même super, ce serait bien d'en faire un livre.
Donc voilà l'histoire du livre. Et donc, et là, il a fallu que j'écrive un livre. Donc, syndrome de l'imposteur, me voilà. Vous savez ce que c'est ? Vous savez tout ce que c'est. Vous avez tout pratiqué. Donc, en fait, comme je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'action, l'écrire en soi, c'était faisable. Tous les lundis, je me mettais à ma table, je reprenais les bonnes idées du podcast et j'en écrivais un chapitre. Le problème, ça a été quand il allait paraître et que les gens allaient commencer à le lire. Ça, c'était un peu plus compliqué. Et là, c'était pareil, les mêmes questions. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis, est-ce qu'il fait vraiment pro? Et puis, peut-être qu'ils vont trouver que c'est bête ce que je dis, alors que je suis moi-même convaincue que tout ce qui est à l'intérieur marche, puisque c'est mon métier au quotidien, c'est ce que je fais dans ma propre vie et c'est ce que j'enseigne à mes clientes. Donc voilà, tout ça pour dire que vous aurez peur dans tous vos projets, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et donc le livre, il s'appelle Ambitieuse et épanouie, et l'idée, c'est à travers une vingtaine d'exemples de la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai pas le temps, ou par exemple, entre mon boulot et ma famille, je sais pas où je dois placer la priorité. J'enseigne des concepts qui vous permettent de réfléchir aux problèmes d'une façon différente de celle avec laquelle vous l'appréhendez. Et puis ensuite, je donne des exercices très pragmatiques. Et le truc hyper important, quel que soit le bouquin que vous lisez, que ce soit le mien ou un autre, l'idée, c'est pas de consommer de l'information. L'idée, c'est vraiment de mettre en pratique. Donc, en fait, faire ces exercices, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions. Et malheureusement, on nous apprend pas toujours à se poser les bonnes questions. Donc voilà, ce livre, c'est pour plus de bien-être au quotidien, c'est pour trouver des solutions qui sont en nous, à des problèmes qui nous semblent insolubles. Et puis surtout, ça parle de la vraie vie des femmes d'aujourd'hui et des problèmes de tous les jours. Merci beaucoup, Jenny. Bravo. Ce qui est bien avec ces jeunes femmes, c'est qu'on se dit que peut-être dans 10 ans, elle va revenir et nous raconter une histoire où elle aura inventé un autre truc formidable. Alors, tout peut commencer ou s'exprimer à travers un livre. C'est ce qui vous réunit un peu toutes les deux. Hermès. Alors, la vie, pour vous, s'articule différemment. Je le disais tout à l'heure, sur le plan du rythme, ça commence pas tout à fait pareil. Vous commencez par la lenteur. Je vais expliquer un petit peu le contexte. À 15 ans et demi, vous demandez à vos parents d'arrêter vos études et de partir en retraite pour méditer 14 heures par jour pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours. C'est rare que l'on pose cette question à nos invités, mais à vous, Hermès, on a envie de vous demander de nous reposer le décor, de nous parler de ce qu'ont fait vos parents, de cette expérience incroyable qui vous a amené peut-être certainement à vivre cette adolescence et ce passage à l'âge adulte. Donc on va vous passer la parole. D'habitude avec les femmes on ne parle pas de la petite enfance, de l'enfance, mais il faut dire qu'avec vous c'est particulier. Alors racontez-nous. Alors c'est vrai que je suis née dans un monastère bouddhiste tibétain en Écosse. Mes parents étaient partis une semaine en Écosse et finalement ils sont restés 2 ans dans ce monastère, le premier monastère d'Europe. Et donc je suis née dans ce monastère en Écosse, et quand ils sont rentrés en France, ils ont décidé à leur tour de fonder un monastère. Donc ils ont parcouru plusieurs régions de France et ils se sont arrêtés en Bourgogne où ils ont acheté un château et 10 hectares de terrain pour offrir ce lieu à des maîtres tibétains qu'ils avaient rencontrés en Écosse. Donc ensuite j'ai vécu 20 ans dans ce monastère en Bourgogne. Donc en fait j'ai passé les 20 premières années de ma vie entre les lamas tibétains. Donc la journée, j'allais à l'école du village et puis le soir, je rentrais dans cette communauté bouddhiste tibétaine entourée de lamas. Donc j'ai grandi entre l'Orient et l'Occident, entre la sagesse orientale et puis l'éducation quand même occidentale.
Et c'est vrai que le parcours de retraite de 3 ans, c'est une retraite qui était enseignée au Tibet, donc à l'époque, maintenant qui est enseignée dans certains monastères en Inde, une retraite traditionnelle qui fait qu'à la sortie de retraite, on obtient le titre de lama. Que donc, vous êtes. Exactement. Que j'ai obtenu donc à l'âge de 19 ans et étant la plus jeune femme occidentale au monde à avoir fait cette expérience si jeune. Et donc c'est vrai qu'à 15 ans et demi, sur un concours de circonstances que je raconte dans le livre, une femme se désiste et on me propose la place pour partir. Attendez, D'abord, c'est l'été. Il faut reposer le décor. On s'imagine en plein été. Et Hermès, dites-nous ce que ça signifie votre prénom. À quoi ça fait référence? Alors, normalement, c'est le messager des dieux grecs. Et voilà. En fait, étant née dans le monastère, mes parents se sont dit pourquoi ça ne serait pas la messagère des lamas tibétains. Voilà, donc ils avaient bien vu quand même. Et en fait, vous êtes partagé entre le fait de suivre vos copains pour aller vous balader pendant l'été, etc., ou d'aider une femme qui doit rentrer dans ce vous l'appelez comment, Oui, dans le centre de retraite. En fait, tout l'été, un grand maître tibétain, donc l'équivalent du Dalai Lama, vient passer 2 mois en France pour former, enseigner, donner toutes les directives à ses futurs retraitants, aux personnes, aux hommes et femmes qui vont partir pendant 3 ans. Et parmi ces femmes, une femme se trouve malentendante et elle me demande si je peux l'accompagner pendant 2 mois à rentrer dans le temple et retranscrire tous les enseignements. Donc j'obtiens une dérogation pour passer l'été avec tous ces adultes dans le temple et à retranscrire toute la journée les enseignements. Et finalement, j'hésite un tout petit peu au début en me disant... Quand même, c'est l'été, il y a tous les copains qui viennent. Chaque année, on est 40 ados à jouer de la guitare le soir autour du temple. C'est sympa et tout. Mais bon, je me dis, on fera ça l'été prochain, c'est pas grave. Cet été, je vais aider cette femme. Je vais retranscrire pendant 2 mois. Et finalement, le fait d'avoir suivi tout le protocole, les enseignements, les instructions, etc., c'est ça aussi qui m'a permis, quand elle s'est désistée quelques jours avant d'entrer en retraite, pensant qu'étant malentendante, ça serait trop difficile pour elle, elle se désiste et les lamas me proposent donc d'entrer à sa place. Mais c'est une blague au début, c'est une blague, c'est pas très sérieux. Les lamas me connaissent depuis toute petite, ils sont arrivés en France quand j'avais 3-4 ans. Donc, pour rire, un soir, le lama du centre me dit si tu veux, il reste une petite cellule. Il faut savoir qu'on vit dans des petites cellules de 9 mètres carrés. Et il me dit il en reste une, donc si tu veux, tu prends la place. Donc, moi, je rentre chez moi, je dis à ma mère écoute, il m'a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit oui. Et elle me dit quoi? T'as dit oui? Donc, on remonte voir le lama à 22h30, on tape à sa porte. Et puis, on lui demande si c'est une blague. Il dit oui, au début, effectivement, c'était une blague, mais pourquoi pas? Effectivement, elle est née dans le centre bouddhiste. Pour elle, c'est naturel de voir tous ces maîtres tibétains, de méditer un petit peu, etc. Donc, il dit, mais pourquoi pas? En Inde, dans les monastères, les moines, ils ont 16-17 ans et ils font la retraite. Donc, pourquoi pas à 15 ans et demi en tant que femme occidentale? C'est vrai que c'est assez particulier puisqu'il n'y avait aucun cas au monde aussi jeune. Donc le lendemain matin, je me retrouve dans la chambre du lama, on me rase la tête, Attendez, il y a votre père quand même. Il n'est pas encore prévenu. Ah, il sait pas. Je l'ai appelé une fois que j'avais la tête rasée, que j'étais habillée en robe bordeaux comme le Dalai Lama, donc la tenue traditionnelle. Et puis le seul détail, c'est qu'il fallait effectivement prévenir mon père qui vivait à Paris. Donc quand je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, je pars après-demain en retraite. Je te dis au revoir, etc. Enfin, un petit truc simple, quoi. Et il m'a dit, hors de question. Donc, il m'a proposé de m'acheter une perruque et de venir me chercher pour me ramener à Paris. Je venais de terminer ma troisième. J'avais commencé la seconde par correspondance. Et ma mère a réussi à le convaincre en disant, écoute, on a fondé le monastère, elle est née dedans, et au pire, s'il arrive quoi que ce soit, elle sort. J'ai eu une dérogation pour sortir au bout d'1 an, même si la durée traditionnelle, c'est 3 ans. Le maître tibétain a dit à mes parents, mais pour elle, ça peut être 1 an, et puis je reviendrai dans 1 an voir si elle veut sortir ou pas. Et donc, ça, je pense, a un peu rassuré mon père, mais de toute façon, j'étais déterminée. J'avais quand même besoin de son accord, donc je peux le dire maintenant, il y a prescription, mais c'est lui qui a terminé mes études jusqu'à mes 16 ans par correspondance.
Donc il a bien joué le jeu. Ouais, parce qu'il vous avait fait jurer de passer le bac. Hein. C'était son... C'était un focus. Il m'a dit non, t'as 15 ans et demi, tu rentreras en retraite comme ce que j'avais demandé après le bac, plus tard à 19 ans. Et donc à la sortie à 19 ans, quand la porte s'ouvre, il m'attend, il me dit bon, je te ramène à Paris, maintenant tu vas passer le bac. Et là, quand on a médité 14 heures par jour, je sors de là avec 16 000 heures de méditation au compteur, enfermée pendant 3 ans où j'ai vu personne, à part les 9 autres femmes qui ont fait cette expérience avec moi, de 7 nationalités différentes. C'est sûr que j'avais pas du tout envie de passer le bac. Je pensais qu'il allait même oublier. Je comprenais pas sa question. À la sortie, quoi, tu me parles de quoi? Le bac, tu y penses encore? Et donc, je suis partie vivre en Inde pendant 3 ans. Voilà. Mais avant ça, racontez-nous, parce qu'elle a toujours pas déchanté. Vous rentrez dans cette cabane en fait. Vous vivez dans des conditions extrêmement précaires dans ces cabanes. Racontez-nous comment ça s'organise, tout ça. C'est assez incroyable. Ce qui est incroyable en plus, c'est qu'elles disent pas non mais j'arrête quoi. Ah non, il n'y a aucun moment. Non, c'était super. Et puis le maître de retraite, quand il est revenu d'Inde 1 an après, il m'a dit tu veux continuer? Je dis mais bien sûr. C'était des conditions extrêmement, on va dire, difficiles. Pas de chauffage, très peu d'eau chaude. La première session de méditation commençait à 4 heures du matin. La dernière se terminait vers 23 heures. On dort assis pendant 3 ans pour garder la concentration. Donc dans une caisse de méditation qui fait 1 mètre sur 1 mètre en bois. Donc on est en posture de méditation 24 heures sur 24, quasiment. Quasiment en silence aussi pendant 3 ans, donc on croise les copines, collègues dans le petit jardin, mais l'endroit est fermé par des palissades immenses qui montent sur plusieurs mètres de haut, donc on voit pas l'extérieur, le champ de vision est vraiment restreint. Et puis on voit personne, donc très peu de courriers de l'extérieur pour pas que l'on soit déconcentré. Donc les nouvelles, c'est tout va bien, et moi aussi j'écris tout va bien, donc au moins tout le monde va bien. Pas de radio, pas de journaux, pas de télé, vraiment aucune distraction extérieure. Et justement, est-ce qu'il y a de la communication avec les personnes qui sont avec vous? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a des choses à se raconter quand on n'a aucune impulsion de l'extérieur Plein de choses, parce que moi je les connaissais pas, donc déjà se dire je vais passer 3 ans avec ces 10 nanas qui ont celle d'après avait 22 ans, mais la plus âgée en avait 70. Donc du coup, une Argentine, une Américaine, une Anglaise, une Polonaise, une Bhoutanaise, enfin plein de nationalités. Moi, j'avais 1000 questions à leur poser. Et en même temps, on a très très peu de pauses entre les sessions. Donc quand on se croise pour aller à la salle de bain ou le temple, on a 2 rituels, 2 cérémonies en commun dans la journée. Donc on les croise dans le temple. Et c'est vrai que quand le maître de retraite nous a demandé si on voulait prendre les vœux de silence pendant 3 ans, moi je fais oh non, pas moi, parce qu'il a demandé des volontaires, donc il y en a 2 qui se sont proposés en disant oui, on veut bien tenter d'être en silence pendant 3 ans. Moi j'ai dit non, je suis jeune, j'ai envie de parler avec les copines, enfin de découvrir la culture, la cuisine. Le pays de moi, ma voisine était argentine, la deuxième était bhoutanaise, donc le petit royaume du Bhoutan à côté du Népal. Elle parlait pas un mot de français, donc moi j'ai appris le tibétain avec elle pendant les pauses. Donc pour moi c'était vraiment comme si j'étais à l'école, je voyageais avec elle, c'était des cours d'histoire géo, des cours de plein de choses. Je parlais anglais avec l'américaine, etc. Donc j'en ai profité pour continuer à me cultiver. Et comment vous gérez la souffrance physique? Alors le fait d'avoir fait ça si jeune, à 15 ans et demi, c'est vrai que j'ai pas ressenti de choses de douleur telles que je voyais chez les copines. Parce que c'est vrai qu'être assis en tailleur quasiment 24 heures sur 24, en termes de circulation du sang, on a quand même certaines difficultés. Mais bon, à 15 ans et demi, ça va. J'ai pas eu de séquelles après. Par contre, il y en a certains qui ont eu des varices, qui se sont fait opérer en sortant. Moi, c'est surtout j'ai perdu énormément en termes de vision. Le fait d'être dans une cellule quasiment, c'était la dernière, donc celle qui n'avait pas été isolée, préparée pour cette femme qui s'était désistée. Donc j'avais la dernière, la plus sombre. J'ai vécu quasiment dans l'obscurité pendant 3 ans. La fenêtre était toute petite.
Comme la mienne n'était pas préparée, donc elle n'était pas isolée, pas de chauffage. Donc ma maman m'avait donné le petit radiateur électrique qu'on avait à la maison, et à chaque fois que je le branchais, ça faisait sauter tous les plombs de toutes les copines. Donc elle tapait à la porte en disant « T'es bien gentille, mais tu vas arrêter avec ton radiateur ». Donc en fait, j'ai passé 3 ans, j'ai débranché le radiateur, je l'ai posé dans la salle de yoga, et j'ai passé 3 ans sans chauffage. Donc l'hiver, j'avais des engelures aux mains, j'arrivais pas à plier les mains, etc. Mais voilà, ça reste les plus belles années de ma vie, si je peux dire, au-delà du fait que je sois maman maintenant et que c'est merveilleux, mais j'ai vécu une enfance incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on découvre de soi-même ? Quand on passe 14 heures par jour à méditer, on a l'impression qu'on découvre énormément de choses. L'esprit est tellement vaste et illimité que finalement, cette expérience, c'est comme un voyage à l'intérieur de soi-même. Mais c'est même pas à l'intérieur, c'est l'immensité, c'est un voyage à travers l'immensité où il n'y a aucune limite. On médite sur 200 thèmes différents. On a l'habitude en France ou en Occident de parler d'une méthode de méditation qu'on appelle la pleine conscience. Dans le bouddhisme tibétain, on parle de 84 000 sortes de méditations différentes. Donc c'est vrai qu'en retraite, on en étudie à peu près 200. Et on a l'impression de travailler sur différentes émotions, c'est la jalousie, l'orgueil, l'attachement, la colère, etc. Donc chaque pratique nous fait travailler sur un point différent. Donc c'est 3 ans, j'avais un peu l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage pendant 3 ans, parce que du coup tout est fait pour qu'on travaille sur nos émotions. Et c'est vrai qu'à 15 ans et demi, j'avais jamais pensé à la saisie, l'attachement, l'orgueil. Enfin, pour moi, c'est même des termes que j'utilisais pas trop au collège avec les copines. Donc, j'avais l'impression d'avoir encore plus d'émotions que quand j'étais à l'extérieur. Donc, c'est un travail incroyable. Et alors, la sortie. Alors, déjà, vous vous expliquez dans votre livre que finalement, vous n'êtes pas sûr vraiment d'avoir envie de sortir les unes et les autres, hein. On n'est pas si mal, en fait. Voilà, moi, je ne veux pas sortir. Et donc, je vais voir toutes les copines et je tape aux portes en disant « Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on prolonge d'1 année ?» À l'unanimité, tout le monde a dit oui. Donc, j'ai demandé à voir le maître de retraite en rendez-vous qui est venu me rencontrer dans le centre. Et je lui ai dit est-ce qu'on peut rester 1 année de plus ? Et en fait, une des femmes devait rentrer dans son pays parce qu'elle n'avait plus de visa. Donc, il a dit soit tout le monde reste, soit tout le monde sort. Et on est sortis... effectivement, après ces 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et selon le calendrier tibétain, le jour le plus auspicieux de l'année tombait le jour de mes 19 ans. Donc les portes s'ouvrent. Je reconnais pas mon frère. Mon petit frère, il était tout petit quand je suis rentrée. Il faisait 2 têtes de plus que moi en sortant. Donc j'ai demandé à ma mère, j'ai dit « C'est qui le jeune homme qui est en train de filmer, qui est derrière la caméra ?» Elle me dit « C'est ton frère. » Donc il y a un choc comme ça Forcément, il y a eu un choc à la sortie, et je dirais qu'on met à peu près 1 année pour se remettre de se remettre dans le rythme et de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant ? Parce que quand mon père me propose le bac, c'est pas sexy comme projet, hein. Déjà, on se pose la question de comment ont vécu vos parents cette séparation. Ils vous en ont parlé ou pas tellement ? Alors, mes parents se sont séparés quand j'étais petite, donc ma mère vivait au centre avec mon petit frère, et quand je suis rentrée en retraite de 3 ans, elle est partie s'installer à Paris avec mon petit frère, donc j'avais plus personne en Bourgogne. En tout cas, je savais qu'elle n'était plus de l'autre côté du mur dans la petite maison de mon enfance, mais ils savaient que j'étais bien en sécurité, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver. Donc ils étaient extrêmement heureux et contents pour moi. Et puis le maître de retraite qui venait me voir de temps en temps, leur donner des nouvelles aussi. J'allais super bien. Est-ce qu'on peut dire que votre sortie, c'est une renaissance ? Pour moi, c'est plutôt un choc. C'est à 19 ans, on me demande d'enseigner. Donc le titre de lama, c'est comme l'équivalent d'un prêtre ou d'un rabbin. C'est un titre religieux. Et je me dis, à 19 ans, on me met ça sur les épaules en me disant, voilà, maintenant tu peux enseigner, tu t'installes sur un trône, les gens vont venir se prosterner devant toi et tu vas donner des conseils à des personnes qui viendraient te voir pour des problèmes, etc.
Et en fait, je refuse ce poste, enfin ce rôle, en me disant mais comment je peux donner des conseils à des personnes qui sont en souffrance, qui vont venir me voir pour me raconter qu'elles sont en train de divorcer, qu'elles ont des soucis de santé, de burn-out, etc. Alors que moi, entre guillemets, je n'ai rien vécu de ça. Et donc j'ai refusé en disant non, d'abord je veux aller dans la vie active, quitter le monastère, ça faisait quand même 20 ans dans un monastère, on a aussi envie d'aller voir un peu à l'extérieur. Et du coup, 3 ans en Inde, où là ça secoue un petit peu parce que c'est pas un pays tout rose et tout doux après une sortie de retraite. Et j'ai vécu dans les monastères, donc j'étais à nouveau la seule femme avec 200 moines tibétains et je donnais des cours d'anglais aux petits moines, aux tout petits. Donc voilà, j'ai vécu 3 ans comme ça et puis je suis rentrée en France pour passer mon bac. Oui, le fameux. Et alors ce qui est génial, c'est le démarrage dans cette nouvelle vie. Alors vous arrivez à Paris, vous répondez, on vous connecte pour un poste. C'est ça. Alors déjà, je passe mon bac pour faire plaisir à mon père, mais je lui ai dit, je ne vais pas y passer, je ne vais pas récupérer seconde, première et terminale en 3 ans. C'est hors de question. Donc je m'inscris dans une section où on peut passer le bac en 10 mois. Et du coup, j'obtiens le bac en 10 mois avec mention. Et là, je me dis, tiens, peut-être que est-ce que c'est pas les bienfaits de la méditation ? Je pense que grâce à la méditation, ça a développé ma concentration, ma mémorisation. La détermination, elle était là, mais ça l'a bien renforcée. Donc voilà, il fallait que je me débarrasse de ça. Au bout de 10 mois, j'ai présenté le papier à mon père. Merci, au revoir. Et en parallèle, on m'a proposé un poste à la télévision. Une réalisatrice pour qui je traduisais dans les monastères en Inde me dit, écoute, en France, quand tu rentreras, une société de production cherche quelqu'un à former au bureau de A à Z sur des documentaires animaliers. Donc, si ça t'intéresse, tu peux venir, etc. Donc, quand je rentre en France, j'appelle pas la boîte de production. J'ai jamais travaillé de ma vie. Je sais pas comment on allume un ordinateur. Donc, moi, je me dis, je passe le bac et je repars. Et elle me dit, mais écoute, tente quand même. Hein. Donc, je les rencontre un vendredi et je suis engagée le lundi. Donc, j'ai passé le week-end chez mon frère qui m'a expliqué comment allumer la tour de l'ordinateur sous la table, etc. Quand on m'a parlé de tableau Excel et de PowerPoint, etc., j'ai dit, c'est comme si on me parlait en tibétain, quoi. Et du coup, je me suis un peu formée vite fait le week-end, au moins pour allumer et faire semblant que je bougeais la souris. Et puis après, je l'appelais aux toilettes en cachette pour lui dire, on m'a demandé de faire ci, on m'a demandé de faire ça, il faut passe ce soir parce que... Donc voilà, et ça fait 23 ans... que je suis encore dans les médias. Je pensais rester quelques jours ou quelques semaines. Et j'ai gravi les échelons de... Et vous avez une formidable carrière dans la télévision, en fait. Racontez un peu toutes les émissions que vous tournez, tout ce que vous faites. C'est extraordinaire. Enfin, quand vous lisez son livre et que vous avez la vision de la cabane, c'est assez dingue d'imaginer tout ça. Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est étonnant de passer de 20 ans d'un monastère à la télé, c'est 2 mondes totalement opposés, etc. Moi, j'estime que quand on médite, normalement, méditer, c'est entraîner son esprit à être bien, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Donc pour moi, être bien quand je suis, par exemple, avec Cyril Hanouna, où j'étais sa productrice pendant 3 ans, surtout je pars à mon poste, donc on est très très loin du Dalai Lama que je recevais à Bercy quand il venait en France. Donc le matin, j'étais avec le Dalai Lama ou l'inverse, j'étais avec Cyril et j'allais me changer, je remettais ma robe de lama pour aller accueillir le Dalai Lama. Donc c'est assez particulier ce grand écart et en même temps je suis aussi bien dans le milieu de la télé qu'avec ces grands maîtres tibétains quand je parle avec eux en tibétain. Après c'est vrai que j'ai gravi forcément les échelons et j'ai appris. Le début a été extrêmement difficile. Je travaillais sur 22 documentaires dans l'année, donc c'était envoyer les girafes, les équipes au Niger pour filmer les girafes, les pandarous à Darjeeling, etc. Donc on m'appelait la nuit, la caméra est en panne, il faut la rapatrier. Enfin, j'ai découvert un univers, le monde du travail en fait. Voilà, j'ai été plongée en immersion, les salles de montage, le mixage, etc. Mais avec cette soif de curiosité, où finalement cette créativité qu'on développe quand on médite, cette créativité, je l'ai retrouvée dans le milieu professionnel. Donc effectivement, j'ai travaillé pour Cyril pendant 3 ans sur cette émission magnifique.
Vous avez arrêté d'ailleurs. Voilà. Hein. Oui, je suis partie. Vous avez dit que vous étiez plus d'accord. Ah non, j'ai dit, il me fait faire n'importe quoi là. Il y a ce qui se passe à la télé, ce qui se passe en loge, et ce que je voyais dans les loges, ça me convenait pas. Donc un jour, je suis partie, je lui ai dit, écoute Cyril, je vais partir. Il y en a 12 qui m'ont suivi. Et après, on s'envoie des petits textos comme ça, c'est sympa, c'est mignon. Mais voilà, 3 ans, c'était magnifique. Il y en a après, la cérémonie des Molières avec Nicolas Bedos, là, pour moi, c'était beaucoup plus prestigieux d'aller travailler tous les ans chez Nicolas, dans son appartement où il me dictait ses sketchs et qu'il fallait trouver 45 remettants pour les prix. Donc, les premières années, quand il me dit bon ben voilà, on va proposer un sketch à Jean, donc appelle Jean et tu lui envoies le sketch, et je lui dis mais Jean comment? Il me fait du Jardin, et il me donne le 06. J'ai mis 3 jours à appeler. Je tournais chez moi, non, allô Jean, allô Jean, non je peux pas dire ça comme ça, bonjour monsieur Dujardin. Et je me suis répété le truc, je dis Nico, tu peux pas me demander ça. Il dit mais quoi, il y a plein de femmes qui rêveraient ça. Non je peux pas. Donc voilà, en 23 ans, c'est vrai que j'ai travaillé avec, sur Roland Garros, sur des publicités. Mais alors, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ne le savent pas que vous êtes lama. En fait, les gens sont en train de découvrir votre passé avec votre livre. Exactement. Et alors, ça crée quoi comme... La surprise. Alors, il y avait un léger doute. Le fait d'aller au restaurant avec eux et de voir que j'étais végétarienne, déjà, ça crée un petit quelque chose, une interrogation. La deuxième chose, c'est mon répondeur en tibétain sur mon téléphone. Donc on me demande si je parle le swahili ou je ne sais quelle langue. Et je fais non, c'est du tibétain. Donc oui, du chinois, non, du tibétain. Voilà. Et puis très très souvent, quand les animateurs étaient en furie dans les loges, les directeurs de chaîne, très régulièrement, me disaient Hermès, tu peux aller le calmer là. Donc j'étais envoyée un peu dans la fosse. Et j'étais seule dans la loge avec l'animateur en furie pour calmer un peu le jeu, parce que l'animateur il commence à dire qu'il ne veut pas descendre à 10 minutes du direct, il ne veut pas descendre en plateau. Et donc régulièrement j'étais envoyée comme ça dans la cage au lion, et en me disant mais toi t'es zen, toi t'es cool, mais sans trop savoir qu'il y avait quelques heures de méditation au compteur. D'ailleurs, j'ai vu des photos sur le livre. On a étudié avec vous l'impact de la méditation. Il y a eu des études sur les neurosciences, etc. Racontez-nous un tout petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai été contactée par l'INSERM de Lyon, le centre neuroscientifique. Ils cherchaient des experts en méditation contre les novices en méditation. Et donc, on m'a contactée, j'ai rempli tous les formulaires médicaux en disant bah oui, je suis partante, pourquoi pas étudier mon cerveau, moi j'ai trouvé ça drôle. Je dis oui, toujours. Je dis oui, puis après, je dis voilà, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Là, ça a été la 2e étape, mais j'avais dit oui, c'était trop tard. Et quelques semaines après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit il y a un souci avec votre dossier médical. Je dis ah bon, je suis malade et tout. Non, vous êtes gauchère. Et donc, il fallait régler tous les IRM pour le cerveau gauche, etc. C'était compliqué, donc ils m'ont annulé. J'étais hyper déçue, mais après, quand j'ai vu ce qu'ils avaient prévu de me faire, je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, ils m'ont rappelé quelques jours après, ils m'ont dit, écoutez, on ne trouve pas d'experts en Europe, donc est-ce que vous pourriez venir à Lyon? Et donc, j'ai passé 6 jours à l'INSERM, branchée de partout. Heureusement qu'ils m'ont pas dit ce qu'ils allaient me faire vraiment en détail, parce que le premier matin, quand ils sont venus me chercher à l'hôtel à 8h30, ils m'ont mis dans un IRM pendant 3 heures. Il y a eu plein d'expériences, à peu près 17, mais une des expériences, c'est qu'ils m'ont attaché le bras pendant 3 heures et ils m'ont chauffé le bras à 49 degrés pendant 3 heures, donc toutes les 30 secondes, pour voir comment je résiste à la douleur physique. Tout en répondant donc avec une télécommande à l'intérieur de l'IRM. Ils me projetaient des indices sur l'écran, donc il y avait écrit tiède ou chaud avec plein de flammes. Et ils voulaient voir si j'anticipais la douleur ou pas. Et ils se sont rendus compte que les experts en méditation souffraient 27% de moins que les novices. Le novice, dès qu'il voyait écrit chaud, il avait un pic de douleur alors qu'il n'y avait rien. C'est juste le fait d'avoir lu chaud, il était dans l'anticipation la plus folle. Et donc, il n'arrivait jamais à déconnecter de ce stress. Et entre 2 brûlures, il ne redescendait jamais parce qu'il dit est-ce qu'après ça va être chaud ou est-ce que ça va être tiède? Et en fait, un méditant, ils se sont rendus compte que nous, en fait, j'ai jamais été
interpellée par le chaud ou tiède, j'étais toujours dans cet état méditatif. Et donc finalement, quand je suis sortie, je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'à un moment donné, vous m'avez envoyé du chaud ? Parce que j'ai rien senti. Et quand ils m'ont détaché, ils ont soulevé la couverture, j'avais une plaque rouge sympathique. J'ai proposé à l'éditeur de mettre dans le livre, il m'a dit non, c'est moche. C'était voilà. Mais j'étais impressionnée de voir à quel point le fait de méditer permet de diminuer la souffrance. J'étais interpellée. Donc ça a été une première expérience. Une autre, c'était ils étudient la différence entre l'empathie et la compassion. Et du coup, on m'a enfermée dans une salle pendant 4 heures et on m'envoyait des décharges électriques dans le bras. Donc voilà, sympathique. Et on me projetait en même temps des images tout droit sorties du JT. Donc des images de personnes en train de mourir, en train d'agoniser, des mamans qui perdaient leur enfant, des personnes, des pendus, des images horribles. Et on se demandait si, sous l'effet de la méditation, je serais plus sensible à ma propre douleur physique parce que les décharges n'étaient vraiment pas agréables, ou est-ce que j'étais plutôt sensible à la souffrance des autres. Et donc cette étude de l'empathie et de la compassion va servir à peut-être former des personnes du corps médical. On se rend compte que les métiers d'aide, soignants, infirmiers, etc., sont tellement dans l'empathie qu'on trouve qu'il y a énormément de burn-out, de dépression, parce qu'on n'apprend pas à traiter la souffrance et la douleur. On voit de la souffrance toute la journée, puis on rentre chez nous avec cette souffrance et qu'est-ce qu'on en fait ? Et le fait d'être dans l'empathie, on se met toujours à la place du patient. Alors que nous, dans le bouddhisme, c'est plutôt une méditation sur la compassion. Et le fait de méditer sur la compassion sur un thème et d'envoyer ensuite cette compassion, cet amour inconditionnel, finalement, c'est comme un filtre. Ça ne nous rend pas plus insensible, mais quelque part ça nous protège et on fait le corps médical pourrait faire les gestes d'aide-soignant avec compassion plutôt que prendre sur soi. Et donc là ils sont en train d'étudier, ça va servir à ça, entre autres les études vont servir à ça. Applaudissez le cas. Alors, ouais. C'est impressionnant. Il nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, mais j'avais envie de faire une expérience, en fait, entre Jenny et Hermès. Et j'ai piqué des phrases dans le livre de Jenny et je voulais les faire réagir toutes les deux. Alors, par exemple, on revient sur une vie quotidienne. Jenny, vous dites, entre mon travail, mes enfants et mon couple, je ne sais pas ce qui est prioritaire. Alors, je précise, cette phrase, c'est un exemple. Et bon, j'imagine que si vous avez des enfants, peut-être que c'est une question que vous vous posez aussi. Et dans cette phrase, elle me fait penser qu'il est toujours important de se poser la question de ses priorités et qu'on ne peut pas avoir 10 000 priorités en même temps. Parce que, vous le savez comme moi, le temps est limité à 24 heures par jour. Et alors moi, j'aime bien penser que ces priorités, elles peuvent changer. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans la vie où on a envie que notre boulot soit notre priorité, parfois d'autres où c'est nos enfants, parfois d'autres où c'est notre couple. Et que tout ça, ça ne veut pas dire que quand le boulot est la priorité, on oublie tout le reste, mais simplement l'équilibre change un peu. Alors moi j'ai du mal à choisir. En fait quand je me présente, très souvent je dis Lama parce que ça a été le premier titre que j'ai obtenu. Ensuite maman parce que je suis maman d'une fille de 13 ans. Productrice puisque j'ai monté ma société de production il y a quelques années quand j'ai quitté Cyril. Donc j'ai monté ma boîte de production et d'événementiel. Conférencière parce que je donne des conférences à travers la France et auteure. Et donc en fait comme j'arrive jamais à choisir ou à faire plus dans l'un que l'autre. L'idée, c'est que j'essaye de passer 3 heures dans chacun des domaines. Donc, bien sûr, en tant que maman, un peu plus, beaucoup plus même, mais de me dire tous les jours, quoi qu'il arrive, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, je passe 3 heures en tant que conférencière, donc à démarcher, à chercher de nouvelles conférences. En tant qu'auteur, j'écris énormément tous les jours.
En tant que productrice, je continue à accompagner sur des événements, louer des théâtres, etc. En tant que lama, je fais énormément de bénévolat, c'est-à-dire que j'enseigne la méditation dans les écoles. J'ai déposé un dossier pour aller dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Donc je suis extrêmement investie sur le terrain. Et du coup, j'ai aucune priorité en fait. C'est un espèce d'équilibre entre ces 5 casquettes. Et je me dis, si je mets tout sur le côté lama, ma boîte de prod, elle coule. Si je suis uniquement avec ma fille, qu'est-ce qui se passe avec le reste? Donc c'est un équilibre au quotidien. Je jongle au quotidien. Mais je sais que quoi qu'il arrive, je vais répondre à des mails en tant que productrice. Donc je change de casquette et de vêtements tous les jours. Mais je suis extrêmement investie dans les 5 domaines. Autre question, je crois que ça sera la dernière malheureusement. Cultivez l'estime de vous et la confiance en vous. Alors pour cultiver la confiance en soi, en fait déjà la première chose que j'aimerais dire, c'est que la confiance n'est jamais linéaire. Souvent les gens disent moi j'ai beaucoup de confiance ou moi j'ai pas confiance, et donc on a un peu l'impression que c'est un truc qui est inné, c'est-à-dire il y a les gens qui ont confiance et les autres qui n'en ont pas. De mon point de vue, c'est variable dans le temps, selon les expériences de vie. Quand on démarre quelque chose de nouveau, souvent on est un peu plus fébrile que quand on a l'habitude de faire quelque chose. Et donc, cette confiance, moi je la définis comme une émotion. Et comme toutes les émotions, elle naît de ce qu'on se dit, des phrases qu'on a dans la tête, de ce qu'on pense. Et donc, pour la cultiver, l'idéal, c'est d'avoir des pensées qui vont générer cette confiance. Alors là, il y a différentes choses à faire. La première, c'est de toujours vous rappeler que votre passé, dans votre passé, vous avez accompli beaucoup de choses pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, et que ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avoir confiance dans le futur. Et j'aime bien donner cet exemple, mais souvent quand on cherche son premier job, on se dit oh là là, ça va être la galère, on va pas trouver, le marché de l'emploi est compliqué, on a peur. Et puis des années après, quand on se retourne, le premier job nous semble vraiment rien du tout à l'échelle de notre vie. C'est un peu ça. Vous avez déjà peut-être fait des études, eu un premier job, puis décroché des suivants, fait des enfants. Tout ça, ce sont des accomplissements qui peuvent vous aider à croire en vous pour la suite. Ce qui vous semble aujourd'hui difficile sera en fait dans le futur peut-être juste une petite chose, finalement pas si compliquée que ça. Alors moi, c'est vrai qu'avec maintenant, ça fait 30 000 heures de méditation à mon actif. C'est vrai que méditer, c'est finalement à travers les expériences qu'on a faites à l'INSERM. Parfois, on me demandait d'utiliser mon cerveau, parfois l'esprit, le côté cérébral, ou de complètement se détacher du cérébral. Et pour donner des réponses, donc tout a été analysé, et j'ai donné certaines réponses uniquement sous l'effet de la méditation. Et les 10 neuroscientifiques qui m'ont suivi sur les expériences m'ont dit « Comment tu as vu ça ? Jamais on aurait pu voir ça avec le côté mental, analyse, etc. » C'est grâce à la méditation et le fait d'être complètement, d'avoir une vision d'ensemble et globale que j'ai pu répondre et déjouer certaines machines que je raconte à la fin du livre. Et finalement, pour moi, la confiance, c'est aussi de se dire alors, toi, tu parles du mental. Moi, à l'inverse, dans la méditation, on se détache du mental. Et de ne pas écouter cette petite voix qui dit « t'es nul » par rapport à l'autre ceci, par rapport à et puis avec les réseaux sociaux, maintenant on voit cette compétition, les photos des unes des autres, elle a mieux, elle a plus, elle est plus jolie, elle est comme ci, etc. Alors que le fait de méditer, de se nourrir à l'intérieur, finalement, notre bonheur et notre confiance ne dépend plus de personne ni de rien. On est tellement bien là à l'intérieur et tellement forte et déterminée et nourrie et riche et du coup cette confiance elle naît naturellement, mais pour moi elle ne dépendrait pas du mental
puisque le mental, la petite voix nous dit tout le temps oui, mais, et d'arriver à se détacher et d'apprendre à faire ça, parce qu'on l'apprend pas, on sait pas se servir de notre esprit. Et le mot méditer veut dire en tibétain entraîner son esprit. Et l'un de mes maîtres tibétains disait méditer, c'est juste donner des vacances à son esprit. Et à quel moment dans la journée on donne des vacances à notre esprit? On est sans arrêt en train de courir après nos pensées, et ceci, et oui, et l'autre, et le regard de l'autre, etc. Alors que moi, le fait de donner des vacances à mon esprit en permanence, j'ai aucune petite voix qui me parle. Alors parfois je me dis, je suis toute seule ou quoi? mais je ne sais pas écouter mon mental. On est là. Et en fait, j'étais en train de me speeder, moi, en me disant que j'avais pas le temps, mais on a du temps, en fait. Une phrase de Jenny: il n'existe pas d'équilibre parfait. L'auteur avant tout. Qui vit ici un équilibre parfait? Non, personne. Oui, je crois que c'était Clara Blockman que j'avais interviewée sur mon podcast qui disait que son équilibre était déséquilibré et que c'était ça qui était parfait. Je crois que ça résume assez bien les choses. Quand on parle d'équilibre, on imagine toujours... moi, l'image en tout cas que j'avais pendant longtemps, c'est que chaque chose devait peser le même poids tout le temps. Et moi, ce que ça provoquait en moi, c'était... la volonté de tout faire parfaitement et donc de beaucoup écouter mon mental et finalement c'est pas toujours possible d'avoir cet équilibre là. D'ailleurs, à se demander est-ce que c'est même souhaitable. Je pense que ce qui est important dans l'équilibre, c'est pas qu'il soit parfait et d'ailleurs qu'est-ce que la perfection? C'est surtout qu'il vous corresponde. C'est-à-dire que vous ayez une journée, une semaine, un mois, une année qui correspondent à ce que vous avez envie de faire, au temps que vous avez envie de passer, que ce soit avec les gens que vous aimez, que ce soit seul avec vous-même, que ce soit dans votre carrière. Et personnellement, et finalement, Hermès, je te rejoins là-dessus, c'est que moi, ce qui me permet d'avoir un équilibre, et chacune d'entre vous, vous avez peut-être votre propre définition, mais c'est d'avoir un moment où j'ai pas, en fait, un moment pour moi que j'utilise soit pour méditer d'ailleurs, ou alors pour écrire, mais qui ne doit être employé à rien d'autre que juste me vider la tête. Et ça, si j'ai une demi-heure par jour pour faire ça, ma journée, quoi que je fasse, me semble équilibrée, juste parce que j'ai eu ces 30 minutes pour moi. Et donc ça, c'est ce qui marche pour moi. La question, c'est qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment d'avoir une journée que vous trouvez équilibrée, et puis ou une semaine, ou un mois, ou une année? Alors pour moi, l'équilibre, effectivement, c'est plutôt... l'équilibre intérieur, c'est-à-dire on peut avoir une vie équilibrée d'un point de vue extérieur si à l'intérieur on est bien. Le fait de méditer 1 heure par jour, quoi qu'il arrive. Donc en fait, j'ai aucun souvenir d'avoir passé un jour de ma vie sans méditer. Donc je médite quoi qu'il arrive 1 heure tous les jours. Ça peut être le matin, le soir. Très souvent, c'est le soir avant de m'endormir. C'est de faire un petit peu le bilan de la journée et de me dire comment j'aurais pu faire un tout petit peu mieux. Pour moi, la notion de cohérence est extrêmement importante, c'est-à-dire est-ce que j'ai été cohérente aujourd'hui avec ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de donner? Est-ce que j'ai été cohérente par rapport au message que je prône? Être cohérente vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. C'est bien beau de parler d'environnement, etc. Mais pourquoi j'ai pas ramassé ce papier qui était dans la rue à mes pieds, etc. Donc cette notion de cohérence, à chaque fois je me dis mais comment j'aurais pu être cohérente à 1% de plus, etc. Donc pour moi cette notion de cohérence est extrêmement importante. Et je pense que quand on est cohérent avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, finalement l'équilibre il vient naturellement. Après c'est vrai que si on arrive à trouver des moments
pour apporter de l'équilibre à l'intérieur. Donc ça peut être à travers la méditation, le yoga, la respiration. Pour moi, un artiste qui peint, il est dans un état méditatif et il trouve cet équilibre dans la peinture. Ou un musicien, quand il joue, pour moi, il est dans un état méditatif et il est dans un équilibre parfait. Mais c'est trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit, ce qui nous comble et ce qui peut-être contrebalance le stress, l'anxiété, etc. peut-être qu'on peut vivre au quotidien. Donc c'est essayer de trouver ce dosage et de se dire que quoi qu'il arrive, je donne des vacances à mon esprit, des petites vacances, 3 minutes, 5 minutes, par-ci, par-là dans la journée, avant une réunion, de se poser à son bureau, de respirer, d'être simplement bien. Et cet équilibre, petit à petit, si on le répète dans la journée, finalement, on a l'impression d'avoir passé des heures et des heures bien ou en cohérence ou plus ou moins, on peut dire, dans un certain équilibre. Après, tout est relatif. Mais moi, je pense que si on est déjà cohérent vis-à-vis de soi-même, on se sent bien, on se sent confiant, on se sent à notre place. Et ça donne de l'énergie et de la détermination, quoi qu'on fasse. Pas mal. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions à poser à ces dames? Ou je continue, moi, si vous voulez. Mais je veux pas qu'il y ait de frustration, alors dites-moi. Vous avez une question? Non? Alors on continue, très bien. L'acceptation de l'autre est libératrice. Elles sont bien ces phrases. Mais c'est les tiennes. L'acceptation de l'autre est libératrice. Alors ça, c'est une phrase que j'ai écrite au sujet. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie que vous aimeriez qui change, qui soit différent? Je pense par exemple à votre partenaire de vie peut-être, qui n'a pas sorti les poubelles, ou à votre belle-mère qui vous fait des remarques désagréables, ou peut-être même à votre boss. Voilà, toutes les pensées que vous avez au sujet des autres, qui sont plutôt dans la rancœur, dans le jugement, et c'est tout à fait normal puisque vous êtes humaine, sont optionnelles. Et quand j'écris que l'acceptation de l'autre est libératrice, l'idée c'est de se dire qu'en fait on peut choisir d'aimer l'autre de façon inconditionnelle, quelle que soit sa façon d'être, et qu'en fait, le fait d'aimer l'autre de façon inconditionnelle fait du bien à soi-même. Souvent, on ne mesure pas, on pense que aimer l'autre, c'est lui faire une faveur, peut-être, sans doute, mais en fait, la personne qui ressent l'amour, quand on aime, c'est nous, et en fait, l'amour, c'est hyper agréable comme émotion. Donc voilà, je vous conseille d'essayer. Alors c'est vrai que dans le bouddhisme tibétain, la notion d'acceptation, elle est assez peu présente. En revanche, on considère toutes les personnes qui nous entourent comme identiques. Et le fait de méditer sur la bienveillance, sur des thèmes comme la bienveillance, quand on a du mal avec quelqu'un, au-delà de l'accepter comme il est, c'est de se mettre à sa place ou de comprendre que cette personne est peut-être aussi en souffrance. Et de finalement méditer sur des thèmes comme la bienveillance. Donc quand on veut faire naître la bienveillance, on peut par exemple penser à l'enfant qu'on aime le plus au monde et de faire grandir cette bienveillance à l'intérieur, et puis après petit à petit de penser à tous les enfants de la famille, et après de continuer à faire grandir ce sentiment de bienveillance, et puis finalement d'étaler, d'élargir à tous les enfants du monde, et de vraiment d'avoir ce ressenti, que ce soit pas mental et forcé, mais vraiment ressenti, presque à en avoir les larmes aux yeux, et finalement se dire mais pourquoi je m'arrête aux enfants, pourquoi ça serait pas à tous les êtres humains, aux animaux, à l'environnement, à la planète, etc. Et quand on est dans ce sentiment d'amour inconditionnel ou de bienveillance, mais que c'est vraiment vécu et pas forcé parce qu'il faut accepter la personne, et que ça reste du domaine du mental, mais qu'on a développé cette bienveillance qui balaye tout,
Finalement, la frontière entre accepter ou pas, pour moi, elle n'existe plus, elle est balayée avec, c'est-à-dire que j'intègre cette personne ou cette situation dans cet amour de bienveillance, dans ce sentiment de bienveillance. Et finalement, l'impact de cette personne sur moi, elle a aucun poids. J'ai l'impression que c'est insipide, il n'y a rien. Je me dis, mais pourquoi ça me dérange autant? Ça me dérangeait tout à l'heure. Et puis j'ai médité 2-3 minutes sur la bienveillance. Je me suis posée. Et d'envoyer plutôt de l'amour plutôt qu'être dans le jugement, la critique, et puis de se sentir agressé. J'ai préféré renvoyer de l'amour sans même en parler, quoi que ce soit, mais je me dis, moi, j'ai pas envie d'être polluée par ça, donc je préfère développer de belles valeurs à l'intérieur, et puis si ça peut rayonner à l'extérieur, tant mieux, mais en tout cas, moi, ça me protège. Alors, autre question, ça pourrait être la question du jour. Je ne trouve plus de sens dans mon travail. On l'a entendu beaucoup. La question du sens. C'est important de trouver du sens. Et le sens, c'est le sens qu'on veut donner. Donc le sens, quelque part, c'est vous qui choisissez quel sens a votre travail et quel sens lui donner. C'est marrant parce que je vais vous donner un exemple. J'ai longtemps travaillé donc dans la mode et notamment, vous l'aurez compris, dans la fast fashion. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'environnement est un sujet pour moi, dans ma famille et dans ma vie. Et je me suis beaucoup interrogée ces dernières années sur cette question. Mais en fait, est-ce que ce que tu fais a du sens par rapport à tes valeurs? Et en fait, alors la surconsommation, non, clairement, mais ça m'a pas empêché de trouver du sens à ce que je faisais. C'est-à-dire que le sens, je le trouvais à différents endroits, notamment, par exemple, de me lever tous les matins et d'aller travailler avec des gens, de les aider à se développer, de les aider à grandir, de satisfaire des clients, d'être dans une entreprise qui, par ailleurs, avait des initiatives au niveau de l'environnement. Et finalement, ce sens-là, c'est moi qui l'ai défini. C'est-à-dire que personne ne l'a trouvé pour moi. Et il m'allait bien pendant un moment jusqu'à ce qu'il ne m'aille plus. Et finalement, le sens vous appartient. Et donc, je crois que c'est aussi un choix, à un moment donné, de se dire qu'est-ce que je trouve comme sens dans ce que je fais. Et si le choix, c'est de se dire en fait, il n'y a plus de sens, c'est qu'il est temps de changer. Donc là, je te rejoins, puisqu'effectivement, le jour où j'ai décidé de partir de l'équipe de Cyril Hanouna, j'étais à la tête des 140 techniciens sur les plateaux tous les soirs, sur les directs, les quotidiennes. Et c'est bien au début de lancer une émission, il y a ce côté créatif, cette effervescence, etc. Pour moi, le monde de la télé, c'est plutôt le monde des intermittents du spectacle, que je considère comme une grande famille. Mais à partir du moment où on me demande de faire des choses qui sont plus du tout en accord avec mes valeurs, le non-respect, peu d'humanité, me reprocher que je suis trop bienveillante, etc. Alors que pour moi, c'était l'essentiel de diriger des équipes avec bienveillance, humanité, de les écouter, d'être vraiment présente et sur le terrain. À partir du moment où il n'y a plus de sens, j'ai préféré partir aussi. Et quand on se rend compte qu'on est dans un moment de notre vie où on se pose des questions, on n'a plus envie d'aller travailler. Moi, je trouve que c'est essentiel de se poser la question plutôt que se forcer, de se dire, à l'époque, nos grands-parents, ils rentraient dans une boîte, ils y étaient toute leur vie, ils avaient un CDI ou une entreprise à vie. Maintenant, à l'heure actuelle, on se rend compte que les jeunes vont avoir entre 15 et 17 métiers différents. Et je me dis, mais à quoi bon se forcer, rentrer dans un moule parce que la société attend ça de nous, ou notre famille, ou notre mari, Et il faut avoir le courage de passer à autre chose, de se poser des questions. Je pense que ça demande beaucoup plus de force, de courage et de détermination plutôt que de ne pas se poser ces questions-là. Mais à partir du moment où on ne trouve plus de sens à l'entreprise, ou si le patron il fait des choses qui ne sont plus du tout en accord avec nos valeurs, c'est extrêmement difficile de se forcer.
Donc moi, je suis très très proche, on va dire, de Yann Arthus Bertrand, Mathieu Ricard, etc. Tous ces grands qui se bougent et se mobilisent pour la planète et l'écologie. Je trouve beaucoup plus de sens à être à leur côté qu'aux côtés de Cyril ou autres. Très bien. Alors, les questions là ou pas? Vous êtes timide en fait. Pas de questions? Ah, je savais. 2-3 autres types de méditation que la pleine conscience avec nous. Voilà. Rien à voir avec le sujet d'équilibre, mais c'est juste une curiosité. Alors c'est vrai qu'en Occident et dans les journaux, magazines, etc., on parle de pleine conscience depuis quelques années en France, mais depuis un peu plus aux États-Unis, qui a été lancé ça par Jon Kabat-Zinn, et de se dire que finalement, être pleinement conscient, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour nous, dans le bouddhisme tibétain, quand on étudie les textes et qu'on voit 84 000 enseignements du Bouddha qu'il a enseigné pour répondre à 84 000 questions, problèmes, envie de méditer différemment, on se dit c'est assez réducteur quand même comme mode de fonctionnement de se dire la pleine conscience. Et c'est vrai que derrière le mot pleine conscience, on a envie de rajouter le mot bienveillant. Parce qu'en fait, un tueur à gages, il est pleinement conscient quand il tue, mais c'est pas un acte bienveillant. Donc, en tout cas, nous, dans le bouddhisme tibétain, le terme de pleine conscience nous gêne un tout petit peu. On a envie de rajouter le mot bienveillance. Et en fait, le fait de méditer, par exemple, on peut méditer sur des thèmes complètement différents. Quelqu'un qui serait envieux, jaloux, etc., on le ferait méditer, par exemple, sur un thème comme la satisfaction. Se satisfaire de ce qu'on a, de méditer sur le contentement, de se dire mais je suis en vie, je me réveille tous les matins, de méditer sur la précieuse existence humaine, se rendre compte qu'on respire, qu'on est en bonne santé, qu'on est bien, etc. Donc ces 84 000 thèmes nous permettent de s'asseoir, mais pas simplement s'asseoir pour rien faire, c'est entraîner notre esprit à quelque chose. Donc ça peut être méditer sur la générosité, la patience, la bienveillance, l'amour, la compassion, l'ouverture d'esprit, le respect, et on pourrait développer ça à l'infini. Donc on se rend compte que les enfants, ils ont énormément de belles valeurs quand ils sont petits, mais on perd ces belles valeurs quand on grandit. À aucun moment on nous demande de continuer à développer ça en grandissant. Après, on est dans la compétition, etc., le chacun pour soi. Et finalement, on se rend compte que quand on enseigne la méditation dans les écoles, on voit ces petits, le fait de méditer 3 minutes sur la bienveillance, finalement, dans la cour, ils vont partager leur goûter, ils vont partager leurs jouets, ils vont être beaucoup plus respectueux, tolérants, plus ouverts d'esprit. Mais la méditation, au sens où nous on l'entend, c'est pas s'asseoir sur un coussin et attendre que ça se passe. Sinon, c'est plus ça serait plus de la relaxation. L'idée d'entraîner son esprit, c'est comme un musicien qui s'entraîne à faire ses gammes tous les jours. Avant d'être virtuose, il aura passé 10 000 heures sur son instrument. Et nous, avant d'être un méditant expérimenté, il a fallu 30 000 heures, 50, 60 000 heures avant d'avoir un petit quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment de développer ces thèmes-là pour quelqu'un qui serait extrêmement colérique. Si tous les jours, il médite 3-4 minutes sur l'amour, la bienveillance, finalement, ça va atténuer cette colère et elle va se dissoudre naturellement. Mais l'idée il faut toujours contrecarrer une source de souffrance par quelque chose de beau et de positif. Je vous remercie Hermès et Jenny aussi de toutes les bonnes paroles que vous dites depuis 1h30 bientôt. Les valeurs que vous êtes en train de prôner, moi je suis d'une autre génération, j'ai 60 ans, c'est des valeurs que m'ont appris mes parents. La bienveillance, l'amour. Aujourd'hui, moi j'ai exercé toute ma vie professionnelle et ma vie tout court, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui sont complètement surannées. Les jeunes générations ici dans cette salle, c'est complètement... On a l'impression de parler hébreu. Comment on apprend ça? Est-ce que c'est... J'ai un peu une réponse. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est dans nos cœurs? C'est-à-dire que c'est des valeurs... Plus près, on n'entend pas. C'est des valeurs, que nous avons en nous. Comment... Moi, je serais plutôt pour dire, ça s'apprend. Mais aujourd'hui, on est complètement à l'envers de la société. Tout le monde est centré sur soi, égoïste. On vient ici, on consomme toutes les belles paroles que vous dites, toutes les belles pensées, et qu'est-ce qu'on va en mettre derrière en application? Ça me questionne énormément, ça, et je voudrais bien que, aujourd'hui, vous établissiez toutes les deux
un contrat avec l'ensemble des gens dans cette salle qui témoignent en disant voilà, la bienveillance, l'amour, tout ça, c'est super, c'est chouette, c'est positif, et on va en parler autour de soi parce qu'aujourd'hui, tout est bloqué, quoi. La société est bloquée dans tout ça, alors que c'est des valeurs intemporelles. Voilà. Merci pour vos témoignages. Mais c'est Merci vrai beaucoup. que ces belles valeurs, en tout cas dans le bouddhisme tibétain, on les développe au quotidien. Donc tous les jours, je médite sur la bienveillance. Donc quand ça fait 30 ans qu'on médite sur des petits thèmes comme ça, bienveillance, notamment, c'est un des thèmes de ma journée, forcément, il y a un impact sur le cerveau. Et ce qui a été analysé à l'INSERM, c'est que mon cerveau a une signature particulière. C'est-à-dire que le fait de développer et de méditer sur la bienveillance a modifié certaines zones de mon cerveau, comme la concentration, l'empathie, la créativité, etc. Donc ça, c'est pas juste des mots. Le fait de méditer tous les jours, encore et encore, et de s'entraîner comme un sportif qui tape dans sa balle alors qu'il est champion, etc. C'est quelque chose, un entraînement qui a un réel impact aussi bien sur le cerveau que sur le corps, que sur la vie de tous les jours. Donc ça, que ce soit la bienveillance ou d'autres belles valeurs. Après, c'est vrai que pour moi, je dis souvent, la bienveillance c'est bien, la cohérence c'est mieux. Parce qu'en fait, le terme bienveillance, ça a été le terme le plus utilisé en 2018. Pour moi, c'est devenu du marketing. Toutes les sociétés se disent bienveillantes. Il y a écrit entreprise bienveillante, valeurs bienveillantes, etc. Et quand on creuse un petit peu, il n'y a aucune cohérence. Pour moi, la bienveillance, elle passe pas simplement à dire bonjour à son collègue le matin et dire « Ah, il est bienveillant, il m'a dit bonjour ». Pour moi, c'est juste une formule de politesse. Donc pour moi, la bienveillance, maintenant, elle a été tellement utilisée, dégradée, elle est fade. On n'a plus cette notion d'éthique derrière ce mot bienveillance. Il y a très peu d'amour là-dessus. Et le fait de dire la bienveillance c'est bien, la cohérence c'est mieux, pour moi la bienveillance c'est bien d'éprouver de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Ça nous demande un petit peu plus d'efforts, mais d'élargir encore plus loin envers les animaux, l'environnement, etc. Et pour moi, cette cohérence, elle englobe soi, les autres et notre environnement extérieur. Donc pour moi, le fait de dire patron bienveillant, manager bienveillant, équipe bienveillante ou société bienveillante, en général, j'aime bien gratter un tout petit peu et voir si dans les actes, est-ce qu'il y a une cohérence. Moi, je dirais qu'en fait, il s'agit d'incarner tout ça. Et donc, vous parlez des jeunes générations. Je pense déjà, quand on est parent, d'ailleurs, vous le disiez, vos parents vous l'ont enseigné. Donc, quand on est parent, c'est notre rôle. Et pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir l'enseigner, il faut d'abord l'incarner. Parce que les enfants sont des éponges et donc ce qu'ils voient, ils l'adoptent. Donc je rejoins la méditation, tu en parles bien mieux que moi, mais en tout cas, même en tant que novice, parce que moi je me classe, je suis vraiment dans la catégorie novice, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour mes émotions justement, et notamment pour cultiver cet amour. Et puis après, avec les enfants, c'est leur en parler, c'est faire des jeux, c'est méditer avec eux. C'est leur apprendre cet amour envers les autres, envers la vie en général. Voilà. Eh bien voilà, nous pouvons les applaudir.